Bien, bonjour. Alors, je suis le professeur Hassan Salh, donc toujours votre professeur de thermodynamique, mécanique des fluides. Alors, nous allons entamer aujourd'hui la quatrième séance. Donc, je rappelle que nous avons déjà traité 3 séances et nous étions arrivés à la partie... Alors, nous sommes toujours sur la partie thermodynamique et nous sommes au niveau du chapitre 1. Alors, si je me rappelle bien, nous sommes au niveau du chapitre 1, voilà. Donc, nous sommes toujours au niveau du chapitre, sur le chapitre 1, notion générale de thermodynamique. Et donc, la dernière fois, au cours de la 3e séance, nous avons parlé du travail. Je vous ai expliqué comment on a fait pour arriver à cette expression et qui permet de calculer donc le travail échangé au cours d'une transformation thermodynamique pour passer d'un état initial A à un état final B. Et donc c'est quoi ça? C'est l'intégrale de P dV. P dV. Donc ça va faire la surface ou bien l'air de cette partie hachurée en bleu. Colorée en bleu, bah, cette partie-là, il représente quoi? Il représente l'intégrale de P dV, c'est-à-dire le travail échangé par cette transformation, ou bien au cours de cette transformation. Alors, je rappelle, si la transformation se fait de la gauche vers la droite dans le diagramme P de V, qui s'appelle le diagramme de Clapeyron, le travail est négatif. C'est un travail moteur. Si par contre, le parcours de la transformation se fait de la droite vers la gauche, eh bien, il s'agit d'un travail positif. On dit qu'il s'agit d'un travail résistant. Donc, nous avons calculé le travail pour différentes transformations. Isotherme, voici ce que ça donne. Isobar, voici ce que ça donne. Isocore, V constant, dV égale à 0, donc ça va donner un travail égal à 0. Et enfin, nous avons vu, lorsqu'il s'agit d'une transformation adiabatique au cours de laquelle il n'y a pas échange de chaleur entre le système thermodynamique et l'extérieur. Et donc, on peut montrer que l'équation PV à la puissance gamma égale à une constante. Gamma, je rappelle, c'est le rapport des capacités calorifiques à pression constante divisé et par rapport à la capacité à volume constant. Alors la valeur c'est 1,63, 1,4, 1,3, ça dépend si vous avez des gaz. C'est pas un gaz parfait bien sûr. Et donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est que gamma est toujours supérieur à 1. 1,67, 1,4, 1,3 c'est toujours supérieur à 1. Ça veut dire que gamma moins 1, il est toujours positif. Le gamma moins 1, il est positif, donc le signe de ce travail, il dépend du signe de la différence entre T2 et T1. Si T2 est inférieur à T1, le travail est négatif, c'est un travail résistant. C'est un travail moteur, pardon, c'est un travail moteur puisqu'il est fourni. Par contre, si T2 est supérieur à T1, vous allez avoir W, il est positif. Donc, c'est un travail résistant. D'accord? Bien. Et donc, aujourd'hui, on arrive à la partie chaleur. Parce que je rappelle, nous sommes dans le paragraphe échange d'énergie entre le système thermodynamique et l'extérieur. Et l'échange d'énergie peut se faire soit sous forme de chaleur, ou bien sous forme de travail, ou bien les deux. Alors, la chaleur, donc, c'est quoi la chaleur? Il faut utiliser, donc si vous avez une source de chaleur, vous avez le système, donc la chaleur, il permet de porter, ou bien de faire varier la température du système. Et donc ici, la source de chaleur, elle va donner une quantité de chaleur au système qui est l'eau ici. Donc l'eau, il va recevoir une quantité de chaleur. Une autre manière de faire subir une transformation encore, c'est de le chauffer.
ou bien le refroidir, c'est la même chose. La chaleur est définie comme la forme d'énergie qui est transférée entre deux systèmes, ou bien un système et le milieu extérieur, en raison d'un gradient de température. Gradient de température, ça veut dire la différence de température. Si vous avez deux corps A et B qui ont la même température, bien évidemment, il ne va pas y avoir d'échange de chaleur. Mais si la température du corps A est supérieure à la température du corps B, eh bien c'est le corps A qui va donner la chaleur au corps B. D'accord? Donc ici, on imagine que cette partie-là, elle est très chaude, cette partie-là, elle est froide. Donc ici qui va donner la chaleur, c'est la source qui ici qui va donner de la chaleur à la partie froide de départ qui est l'eau. Donc l'eau, il va recevoir de la chaleur. L'eau, ou bien le système eau, il reçoit de la chaleur du milieu extérieur. Pourquoi? Parce que le milieu extérieur ici, vous avez, il est porté à une température qui est supérieure à celle de l'eau. Alors on distingue deux types de chaleur. Il y a ce qu'on appelle la chaleur sensible. Et après, tout à l'heure, on va voir une autre chaleur qui s'appelle la chaleur latente. Alors c'est quoi la chaleur sensible? La chaleur sensible, la chaleur, elle peut être ajoutée ou enlevée à une substance, à un système thermodynamique, pour produire un changement de température. Et bien, cette chaleur-là, elle s'appelle la chaleur sensible. Donc la chaleur sensible, c'est la chaleur qui permet que le système va recevoir, bien va donner, pour passer d'un état thermodynamique à un autre état thermodynamique. Alors cette quantité de chaleur, elle est proportionnelle à la masse, elle est proportionnelle à la différence de température, et elle est proportionnelle à petit c. Et petit c, c'est ce qu'on appelle la chaleur massique. La chaleur massique. C'est quoi l'unité de c? C'est le joule divisé par kilogramme divisé par degré Kelvin. Donc c'est pour cela qu'on l'appelle la chaleur massique. On peut remplacer m fois c par grand C. On peut remplacer petit m fois petit c par grand C. Et c'est quoi l'unité de grand C maintenant? C'est joule par Kelvin. Et bien ce grand C là, on l'appelle tout simplement la chaleur, la capacité calorifique. D'accord? Donc la chaleur massique ici, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a la masse ici. Et donc c'est quoi D de Q qui est proportionnel à la masse, qui est proportionnel à petit c? Alors petit c, c'est une grandeur qui caractérise le milieu. Si vous avez de l'huile, vous allez avoir une valeur de C. Si vous avez de l'eau, vous allez avoir une autre valeur de C. Si vous avez du fer, vous allez avoir une autre valeur de C. Donc chaque matériau, il est caractérisé par sa propre valeur de C. On l'appelle la chaleur massique des substances, la chaleur massique des milieux ou bien la chaleur massique de la substance. Ça veut dire le matériau, le fluide, le gaz, le solide, tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc, dès que c'est quoi? Ou bien c'est plutôt delta Q. Alors là, je préfère écrire delta Q parce que l'autre jour, je vous ai parlé qu'il y a une différence entre le D et le delta. Le D, on l'utilise si vous avez quelque chose, une grandeur d'état. Ça veut dire, sa valeur, il ne dépend pas du chemin suivi. Mais le travail, l'autre jour, nous avons vu qu'il dépend du chemin suivi. Donc on ne peut pas écrire D de W, mais on écrit delta W. La même chose pour la quantité de chaleur. On ne va pas écrire D de Q. Pourquoi? Parce que la quantité de chaleur, il dépend du chemin suivi. Donc pour passer d'un état initial A à un état final B, donc on peut passer de l'état initial A à l'état final B en suivant plusieurs chemins différents. Eh bien la quantité de chaleur échangée dans les différents chemins, il change. Ça veut dire que la valeur de Q, la quantité de chaleur, il dépend du chemin suivi. Ce n'est pas une fonction d'état. Donc on ne va pas écrire, il faut corriger ça. Il faut écrire ici delta. Il faut écrire ici delta, c'est pas D de Q.
Et donc, delta Q, c'est quoi? C'est la quantité de chaleur échangée par le système pour pouvoir élever sa température d'une quantité est égale à delta T. C'est-à-dire pour passer de T jusqu'à T plus D de T. Donc pour qu'il y ait un changement de température. Alors bien évidemment, plus que la masse est grande, plus que delta Q est grande. Plus que petit c est grande, plus que delta Q est grande. C'est tout à fait normal. Et donc, si on fait l'intégration ici, et il faut donc faire l'intégration ici entre un état initial et un état final, on obtient donc la quantité de chaleur totale échangée par le système thermodynamique entre l'état initial 1 et l'état final 2. Donc c'est égal à quoi? C'est égal à l'intégrale de mc dt. Alors si m fois c est constant, il ne dépend pas de t, je peux le sortir. Et qu'est-ce qui va rester? Il va rester donc m fois c. L'intégrale de t entre 1 et 2, ça va faire T2 moins T1. Donc ça, c'est la quantité de chaleur échangée par un système thermodynamique lorsqu'on fait varier sa température de T1 jusqu'à T2. Mais attention, ici, on a supposé que m fois c, il est constant. Il est constant vis-à-vis de la température. Généralement, le C, il dépend de T. Bon, M, il ne dépend pas de T, mais le C, généralement, il dépend de T. Mais bon. Alors, pour une transformation finie, ça veut dire entre un état initial 1 et un état final 2, et bien, la quantité de chaleur échangée lors d'une transformation finie entre deux états d'équilibre, 1 et 2, donc regardez bien, ce sont des états d'équilibre, peut être obtenue par intégration de cette équation-là, et donc ça vous donne ça. Alors, si vous avez un gaz, alors un gaz, bon ça, il est valable quel que soit le milieu. Bon, si vous avez un gaz, alors le C, il y a deux types de C. Il y a le CV et le CP. CV, c'est ce qu'on appelle la capacité calorifique à volume constant. Alors, volume constant, donc ça concerne une transformation isochore. CP, c'est ce qu'on appelle la capacité calorifique à pression constante. Pression constante, ça veut dire quoi? Qu'il s'agit d'une transformation isobare. Donc, si vous avez une transformation isochore, vous allez écrire cette relation. Si vous avez une transformation isobare, vous allez avoir ça. Bien évidemment, CV, il est différent de CP. Et le rapport de CP divisé par CV, c'est le gamma que nous avons vu l'autre jour. Nous avons vu que dans une transformation adiabatique, vous avez l'équation P fois V à la puissance gamma est égal à une constante. Et gamma, c'était quoi? C'était le CP sur CV. Hein? Le CP sur CV. Et nous avons vu que ce CP sur CV là, nous avons vu que CP sur CV, il est supérieur à 1. Donc ici 1,63 il est supérieur à 1. Ici 1,4 il est supérieur à 1. 1,3 il est supérieur à 1. Si vous avez bien sûr un gaz parfait, ça veut dire CP sur CV est toujours supérieur à 1. Ça veut dire que CP est toujours supérieur à CV. Si vous avez un gaz parfait. Donc attention, si vous avez un gaz parfait, CP n'est pas égal à CV, mais CP est toujours supérieur à CV. Pourquoi? Parce que gamma est toujours supérieur à 1. Bien. Alors, donc ici, tout à l'heure, je vous ai dit, si on multiplie par M, c'est quoi l'unité de CV et CP? Ça va être le joule divisé par kilogramme divisé par delta T. Donc ici. Alors, le petit c là, c'est quoi? C'est la capacité thermique massique. Pourquoi? Parce qu'il s'exprime en joule par kilogramme par Kelvin. Mais je peux remplacer le MC, le petit c, par un grand C. Alors, c'est quoi l'unité de grand C maintenant? C'est le joule par Kelvin.
le joule par Kelvin. Et le grand C, il porte quel nom? Il porte le nom de capacité thermique. Donc tout simplement capacité thermique, ou bien on peut l'appeler aussi capacité calorifique. On peut l'appeler capacité thermique ou bien capacité calorifique, ou bien la chaleur, bon, la capacité thermique ou bien la capacité calorifique, c'est la même chose. Bon, on peut remplacer aussi m fois petit c par n fois petit c. Alors n, c'est le nombre de moles. Donc c'est quoi l'unité de C? C'est le joule par Kelvin par mol. Joule par Kelvin par mol. Et c'est quoi comment on va appeler le petit c? C'est la capacité thermique molaire. Donc attention, la capacité thermique molaire. Donc c'est dans un exercice. Il faut regarder l'unité de ce qu'on vous donne comme C, comme capacité thermique. Si on l'exprime en joule par Kelvin, il faut utiliser cette relation. Si on l'exprime en joule par kilogramme par Kelvin, il faut utiliser cette relation. Si on l'exprime en joule par mol par Kelvin, il faut utiliser cette relation. Donc les trois relations peuvent être données et ça veut dire la même chose aussi. Bien. Donc ça c'est pour, voilà donc pour les gaz. Alors pour les gaz, bien sûr, on peut définir aussi d'autres choses. Alors, comme le volume des gaz varie fortement avec la température, il est indispensable de fixer au moins un paramètre pour mesurer sa chaleur spécifique. Bien évidemment, si vous chauffez un gaz, le volume il bouge beaucoup. La chaleur échangée avec le milieu extérieur, il est relié aux variations des grandeurs d'état du système. D'une façon générale, on peut écrire que la chaleur est une fonction de ces variables d'état ou bien de ces grandeurs d'état PVT. Donc dans le cas général, on peut écrire que Q il dépend de PVT. C'est quoi PVT? Ce sont les variables d'état. Et c'est quoi la relation entre PVT, les variables d'état? C'est la fonction d'état. Une fonction de PVT égale à 0, c'est une fonction d'état. Par exemple, si vous avez un gaz parfait, c'est quoi l'équation d'état? C'est P fois V est égal à nRT. Mais dans le cas général, vous avez une équation quelconque. Donc la quantité de chaleur, elle est tout à fait normale qu'il dépende de P, V et T. Mais comme il y a une relation entre P, V et T, par l'équation d'état, elle vous dit qu'il y a une relation entre P, V et T. Par exemple, si vous avez un gaz parfait, vous avez P fois V est égal à nRT. Donc il y a toujours. Donc ça veut dire que si vous connaissez deux paramètres, vous allez en déduire l'autre. Si vous connaissez V et T, vous allez en déduire P. Si vous connaissez P et T, vous allez en déduire V. Et si vous connaissez P et V, vous allez en déduire T à partir de l'équation d'état. Par exemple, P fois V est égal à nRT. Si vous connaissez P fois V, vous allez en déduire T. T c'est égal à quoi? C'est égal à P fois V sur nR. Et ainsi de suite. Et donc, on peut considérer les trois couples, soit le couple TV, soit le couple TP, soit le couple PV. Parce que P, on peut l'exprimer en fonction de VT. Donc ici, vous avez seulement quelque chose qui va dépendre de V et T. Et qui va dépendre de V et T, ça veut dire que le delta Q il va dépendre seulement de D de T et D de V. On peut avoir aussi une expression analogue, mais en utilisant le couple TP. TP. Pourquoi? Parce qu'à partir de l'équation d'état, on peut exprimer V en fonction de P et T. Donc ici, nous avons seulement P et T. Et donc, P et T, ça veut dire que le delta Q, ça va être une fonction de dt et de dp. On peut l'exprimer aussi en utilisant delta Q, on peut l'exprimer en utilisant le couple PV. PV, pourquoi? Parce qu'à partir de l'équation d'état, je peux exprimer T en fonction de P et V. Donc ici, vous avez P et V. Et à partir de l'équation d'état, je peux exprimer T en fonction de P et V. Ça veut dire qu'en fin de compte, j'ai ici quoi? Je vais avoir ici P et V. Donc Q il va être exprimé seulement en fonction de P et V. Et donc le delta Q, il va dépendre de D de P et D de V. Remarquez ici, je n'ai pas écrit D de Q, j'ai écrit delta Q. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, j'ai dit que la quantité de chaleur, comme le travail, il dépend des chemins suivis. La quantité de chaleur, comme le travail, ce n'est pas une fonction d'état. Donc, il faut utiliser delta Q. Et donc,
delta Q est égal à CV dt plus L dV. Pourquoi CV? Parce que si vous prenez V constant, vous allez avoir d de V égale à 0. Et donc, qu'est-ce qui va rester? Il va rester delta Q est égal à CV dt. C'est comme ce que vous avez ici. Delta Q est égal, tout ça c'est CV dt. Hein, si vous êtes à volume constant. Si vous êtes à volume constant, vous devez avoir delta Q est égal à grand CV dt. Donc, c'est ça. CV constant, le delta Q doit être égal à grand CV dt. Dans la deuxième équation ici, si P est constant, transformation isobar, on doit avoir delta Q est égal à grand Cp dt. Delta Q est égal à grand Cp dt. Et donc, c'est ce qu'on a ici. Si P est constant, d de P égale à 0, donc on doit avoir delta Q est égal à grand Cp dt. Alors ici, c'est un coefficient L. Ça, c'est un coefficient que nous avons représenté par K. Et là, c'est un coefficient lambda et c'est un coefficient mu. Bien évidemment, les coefficients lambda, bien les coefficients L, K, lambda et mu, on pourra les exprimer en fonction de CV, en fonction du Cp et en fonction de la dérivée partielle de la quantité de chaleur par rapport à T, par rapport à V, par rapport à P. Donc ça, on va le voir. Bien. Alors, si vous êtes dans un gaz et que vous êtes à volume constant, d de V égale à 0, qu'est-ce qui va rester? Il va rester delta Q est égal à CV dt. Donc, si vous remplacez CV constant d de V égale à 0, qu'est-ce qui va rester? Il va rester quoi? Delta Q est égal à CV dt. Et bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que CV est égal à la dérivée de delta Q par rapport à T, mais à volume constant. Voilà l'expression de CV. Ici, quoi CV? C'est la capacité calorifique à volume constant. Hein? Donc, CV, c'est ça. C'est la capacité calorifique à volume constant. Bon, molaire, on peut mettre... C'est détaqué, voilà. Donc, ici, bon... Si on a pris un... c'est pas là. Donc, CV, ici, c'est quoi? C'est la capacité calorifique à volume constant. Bon. Pour avoir une capacité calorifique molaire, il faut multiplier par N. Si vous êtes à pression constante, ce terme va partir, vous allez avoir delta Q est égal à Cp dt. Donc, c'est dp égale à P constant, dp égale à 0. Vous allez avoir delta Q est égal à Cp dt. Et c'est quoi Cp ici? C'est la dérivée de Q par rapport à T à pression constante. Et donc, voici l'expression de Cp. Et donc, c'est quoi Cp? C'est la capacité calorifique à pression constante. C'est la capacité calorifique à pression constante. Voilà. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, on peut exprimer les autres coefficients. Donc, c'est quoi Cv? C'est la dérivée de Q par rapport à T à volume constant. C'est quoi Cp? D'après ce que nous venons de voir, c'est la dérivée de Q par rapport à T à pression constante. Maintenant, quelles sont les expressions de L, de K et de lambda et de mu? On pourra montrer que ces relations-là. Alors là, il faut utiliser les coefficients thermoélastiques. Les coefficients thermoélastiques que je vous ai donnés au niveau de la séance dernière. Alors, alpha, c'était l'expression de alpha, c'était ça. C'était le coefficient de dilatation isobar. Le bêta, c'était donné par cette expression. Et c'est le coefficient de compression isocore. Le Ct, c'est le coefficient qui est donné par cette expression et qui portait le nom du coefficient de compressibilité isotherme. Alors, on peut faire les calculs pour démontrer que le L que vous avez ici, le petit L que vous avez ici, c'est égal à Cp moins Cv, ce Cp là, moins ce Cv là, divisé par la dérivée de V par rapport à T à pression constante. Et c'est quoi la dérivée de V par rapport à T à pression constante? Elle est là. La dérivée de V par rapport à T à pression constante, c'est alpha fois V. Donc, c'est V fois alpha. On peut démontrer aussi que le petit k que vous avez ici, c'est égal à moins Cp moins Cv, c'est la dérivée de P par rapport à T à volume constant. Et c'est quoi la dérivée de P par rapport à T à volume constant? Elle est là. La dérivée de P par rapport à T à volume constant,
c'est quoi? C'est P fois bêta. Alors ici, on a exprimé sous cette forme-là. On peut montrer aussi que c'est... Alors le P fois bêta, on peut l'écrire aussi sous forme moins que c'était sur alpha. Moins que c'était sur alpha. L'autre jour, je vous ai donné une relation P fois BT fois alpha, c'est égal à XT. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Lorsque je vous ai parlé de ce coefficient-là, je vous ai donné une relation qui c'était quoi? C'était bêta fois P fois alpha, c'était XT. Bien l'inverse. Bon, il faut regarder. Le mu et le mu que vous avez là, on peut montrer qu'il prend la forme suivante, l'XT sur alpha fois V. Ça c'est lambda, il y a une erreur ici, ça c'est lambda. Lambda que vous avez ici. C'est CP sur V fois alpha, quelque chose comme ça. Bon, ça on peut le montrer en TD, si on a le temps on pourra le montrer en TD. C'est pas grave. Donc ça, là, ce que je viens de terminer, c'est que c'est la chaleur sensible. Donc la chaleur sensible, vous êtes dans un système, vous voulez faire varier sa température de T1 à T2. Eh bien, la quantité de chaleur nécessaire, c'est M fois C, T2 moins T1. Maintenant, je vais passer à l'autre type de chaleur, qui s'appelle la chaleur latente. Alors, c'est quoi la chaleur latente? Un autre type de chaleur est appelé chaleur latente. C'est la quantité de chaleur ajoutée ou bien retirée d'une substance pour produire un changement de phase. Alors là, il faut faire attention, il faut faire un changement de phase. Ça veut dire qu'on vous passez de l'état solide à l'état liquide, ou bien vous passez de l'état liquide à l'état solide, ou bien vous passez de l'état liquide à l'état gazeux, et réciproquement, ainsi de suite. Dans le cas de la chaleur sensible, ici, il n'y a pas de changement de phase. Vous avez un solide, on veut augmenter la température de solide de T1 à T2. Donc, c'est toujours le solide. Vous avez un liquide, on veut augmenter la température du liquide de T1 à T2. C'est toujours un liquide. Vous avez un gaz, on veut augmenter la température du gaz de T1 à T2. C'est toujours un gaz. Donc, la chaleur sensible, ça correspond à ce qui se passe dans une phase donnée lorsque on lui donne ou bien on lui retire de la chaleur. Donc ici, pour la chaleur sensible, il n'y a pas de changement de phase. On travaille dans une phase donnée, soit solide, soit liquide, soit gazeuse. Alors, par contre, dans le cas de la chaleur latente, il correspond au changement de phase. Ça veut dire j'ai un morceau de glace, de l'eau sous forme de gel, et je veux le transformer à l'eau à l'état liquide. Donc là, il y a un changement de phase. Je passe de la phase solide à la phase liquide. Alors la chaleur qui me permet de faire passer de l'eau de l'état solide à l'état liquide, il s'appelle comment? Il s'appelle la chaleur latente. La même chose, si j'ai de l'eau à l'état liquide, et je veux le faire passer à l'état gazeux, donc là aussi, il va y avoir un changement de phase. Je vais passer de la phase liquide à la phase gazeuse. Et donc là, l'énergie correspondante, la chaleur correspondante, c'est quoi? C'est une chaleur latente. Donc, pour produire un changement de phase, lorsque la chaleur latente est ajoutée, aucun changement de température se produit. Alors là, c'est très important. Lorsque vous êtes dans une seule phase, il y a un changement de température. On passe de T1 à T2. Si T1 est égal à T2, vous allez avoir 0, la quantité de chaleur égale à 0. Donc, dans un changement pour la chaleur sensible, il faut travailler sur une phase donnée et une variation de température. Mais dans une chaleur latente, il n'y a pas de changement de température. On va passer de l'état solide à l'état liquide sans changement de température. Par exemple, si vous prenez de l'eau à l'état liquide et de l'eau à l'état solide,
vous prenez de l'eau, vous le placez dans le réfrigérateur, il devient solide. Avec un thermomètre, vous mesurez la température, vous allez voir que c'est 0 degré. 0 degré. Parce que l'eau, il commence à devenir, il commence à devenir gel, il commence à devenir solide à 0 degré. Et donc, si je le chauffe un petit peu, il va passer à l'état liquide. Et si vous mesurez la température de l'eau à l'état liquide, vous allez toujours avoir que c'est 0. Donc, la température de la glace, c'est 0. Et la température de l'eau, donc après la fusion de cette glace, de l'eau liquide, c'est toujours 0. Et donc, la chaleur latente, il n'y a pas de changement de température. Mais il y a un changement de phase. Alors, c'est quoi l'expression de cette chaleur latente? Dans le cas de la chaleur sensible, nous avons vu, voici l'expression. Mais dans le cas de la chaleur latente, puisqu'il n'y a pas de changement de température, on ne peut pas l'écrire sous cette forme-là. On ne peut pas l'écrire sous cette forme-là. Donc, il doit y avoir une autre forme-là. Une autre forme-là qui représente le changement de phase. Alors, c'est quoi cette forme-là? On l'écrit sous forme petit m fois L. Petit m, c'est toujours la masse de la quantité qui va subir le changement de phase. Et L, c'est ce qu'on appelle la chaleur massique. Alors, la chaleur massique, pourquoi? Parce qu'il s'exprime en joules par kilogramme. Et donc, c'est comme le C de tout à l'heure, c'est comme le C. Mais là, l'unité de L, c'est quoi? C'est joules par kilogramme. Donc, c'est pour cela qu'on l'appelle L la chaleur par unité de masse, c'est-à-dire la chaleur massique. Donc, L, c'est la chaleur massique associée au changement d'état. Ou bien plutôt au changement de phase, on va dire. Au changement de phase. Donc, si on va passer de l'état vapeur à l'état liquide, ou bien, d'accord, voilà, donc, il est libéré si on passe de l'état vapeur à l'état liquide, ou bien il est absorbé si on passe de l'état liquide à l'état vapeur. Pour passer de l'état liquide à l'état vapeur, il faut que le liquide reçoive de la chaleur, il faut qu'il absorbe la chaleur. Mais pour passer de l'état vapeur à l'état liquide, il faut que la vapeur libère, donne, fournit, cède de la chaleur. Le meilleur exemple que je viens de vous dire, c'est la fusion de la glace se fait toujours à 0 degré C. La fusion, ça veut dire le passage de la glace sous forme solide vers l'état liquide. Donc la fusion, c'est de faire passer la glace de l'état solide à l'état liquide. Et bien, donc il y a un changement de phase. Le changement de phase, on passe de la phase. La fusion, c'est quoi? C'est le changement, c'est le passage. La fusion, c'est le passage de la phase solide vers la phase liquide. Donc il suffit toujours à une température constante. Et donc là, dans le cas de la glace, vous allez avoir 0. Si vous prenez le fer, vous allez avoir une autre température de fusion. Si vous prenez de l'or, vous allez avoir une température de fusion. Chaque matériau, il a sa propre température de fusion. Donc 0 degré C, c'est la température de fusion de la glace. La température de vaporisation, si je prends de l'eau liquide, pour le faire passer à la vapeur, la transition se fait à 100 degrés C. Donc, c'est quoi la température de vaporisation de l'eau? C'est 100 degrés C. Et donc, à 100 degrés C, on passe de l'eau de la phase liquide à l'eau à la phase vapeur. D'accord? Voilà. Alors, ici, il y a quelques expériences. Bon, je ne vais pas détailler ces expériences-là. Mais là, vous voyez qu'il y a différentes masses. Ici, vous avez 1 kg, 2 kg. Mais vous avez le même matériau. Vous avez le même matériau. Sauf que la même température, c'est le cuivre. Ici, vous avez 1 kg de cuivre à 100 degrés C. Ici, vous avez 2 kg de cuivre à 100 degrés C. On le met ici et regardez la quantité de l'eau que nous avons reçue ici. C'est exact. Ici, nous avons reçu 200 g d'eau. Voilà. Ici, nous avons reçu la moitié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la quantité de chaleur qui a permet de faire passer de l'eau, enfin le cuivre, qui a permis de faire passer de l'eau de l'état solide à l'état liquide, il est proportionnel à la masse. Si vous avez 1 kg, vous avez 120 grammes. Si vous doublez, vous passez de 1 kg à 2 kg, vous doublez, et bien regardez, pour passer de 120 à 240, il suffit de multiplier par 2. Ça veut dire que la quantité de chaleur, d'accord,
Bon, ça c'est la chaleur sensible. Ça c'est la chaleur sensible. Ça veut dire que la quantité de chaleur, elle est proportionnelle à la masse. D'accord? Donc là, je suis dans la chaleur sensible. Voilà, donc c'est pas. Alors ici, de là à là, vous avez 1 kg de soufre, et ici vous avez 1 kg de cuivre, mais de températures différentes. Bon, cette expérience, il permet de voir comment on peut écrire cette relation. Ça veut dire que la quantité de chaleur, elle est proportionnelle à la masse et à la différence de température. D'accord? Bon, ça c'est pas très. Voilà, donc je termine sur ce qu'il faut retenir sur la chaleur sensible et la chaleur latente. Alors maintenant, je vais traiter un exercice donc pour bien comprendre cette chaleur sensible et cette chaleur latente. Alors, on considère l'étain. L'étain, c'est un métal employé pour la soudure des métaux. Donc l'étain, c'est ce que vous utilisez pour souder le cuivre, par exemple. Bien. On souhaite déterminer l'énergie massique de fusion de l'étain. L'énergie massique de fusion, ça veut dire le L. Ça veut dire le L que vous avez ici. Ça, c'est quoi? C'est la chaleur massique ou bien c'est l'énergie massique? Pourquoi? Parce que la chaleur, elle s'exprime en joules, l'énergie s'exprime en joules. Donc M, on peut l'appeler soit la chaleur massique, soit l'énergie massique, c'est la même chose. Donc on va chercher le L de fusion de l'étain. De fusion, ça veut dire quoi de fusion? Ça veut dire de faire passer l'étain de l'état solide à l'état liquide. C'est quoi le L de fusion de l'étain? Donc ça c'est l'objectif du problème. Alors dans un calorimètre qui contient 100 g d'eau à 20 degrés C. Donc nous prenons un calorimètre, un récipient, et dans ce récipient, on va mettre exactement 150 g d'eau. L'eau de robinet. Et donc on mesure la température, on trouve que c'est 20 degrés C. Alors dans ce récipient qui contient 150 g d'eau à la température initiale de 20 degrés C, on va verser quoi? 36 g d'étain fondu. Donc l'étain que vous avez ici, mais fondu, ça veut dire à l'état liquide. À l'état liquide, 36 grammes. On va le verser ici. Donc qu'est-ce qui va se passer? Alors c'est quoi la température de l'étain fondu? C'est 231,9 degrés C. Donc qu'est-ce qu'on a fait ici? On a mis au contact deux choses, deux systèmes. Le premier système thermodynamique, c'est de l'eau liquide à 20 degrés C et qui a une masse de 150 grammes. Et le deuxième système thermodynamique, c'est l'étain fondu qui a une masse de 36 grammes et qui est porté à une température très grande devant 20 degrés qui est 231,9 degrés C. Donc c'est-à-dire que nous avons mis en contact deux systèmes. Liquide, le premier liquide, c'est l'eau, le deuxième liquide, c'est l'étain. Ici, vous avez des masses différentes, mais surtout, vous avez des températures différentes. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un changement de température. Le système eau, qui a une température plus faible, il va recevoir de la chaleur. Et le système étain, qui est fondu, qui a une température plus élevée, il va donner de la chaleur. Et donc, en fin de compte, on va arriver à un état final, un état d'équilibre. Alors, on vous dit que l'étain se solidifie rapidement. Donc, du moment que nous avons introduit cette quantité, 36 grammes d'étain fondu dans de l'eau, rapidement, il va passer à l'état solide. Il se solidifie. Donc, rapidement, il va y avoir ce changement de phase de l'étain depuis la phase liquide vers la phase solide. On mélange jusqu'à l'équilibre thermique. Donc, bien évidemment, il va y avoir un équilibre thermique à la fin. Après quelques minutes, il va y avoir un état d'équilibre, une température finale. Et donc, voilà, qui est atteinte pour une température. Voilà, donc on vous dit que la température finale de l'équilibre, c'est 70 degrés C. Alors, 70 degrés C, ça veut dire que vous avez, à l'état final, c'est quoi la température à l'état final? C'est 70 degrés C. Qu'est-ce qu'il y a à l'état final comme système? Il y a toujours de l'eau, mais de l'eau toujours à l'état liquide. Pourquoi? Parce que
70 degrés C, l'eau, il reste toujours liquide. L'eau, il commence à partir à devenir gazeux à partir de 100 degrés C. On n'est pas à 100 degrés C. Et donc, à l'état final, où la température finale, c'est 70 degrés C, qu'est-ce que vous allez avoir dans le calorimètre? Vous allez avoir de l'eau liquide, mais vous allez avoir quoi? De l'étain qui s'est solidifié, ça veut dire solide. D'accord? Et donc, il faut répondre à un certain nombre de questions. Question 1, question 2, question 3, question 4, question 5. La première question, calculer l'énergie thermique nécessaire pour faire passer l'eau de 20 degrés à 60 degrés. 70 degrés. Alors, à l'état initial, l'eau, il est liquide à 20 degrés. À l'état final, l'eau, il est liquide à 70 degrés. Donc, l'eau, il passe de l'état liquide à l'état liquide. Donc, pour l'eau, il n'y a pas de changement de phase. D'accord? Donc, pour l'eau, il n'y a pas de changement de phase. Donc, quelle est la chaleur? De quelle chaleur on va parler ici? On va parler de la chaleur sensible. D'accord? Pour l'eau, lorsqu'il passe de 20 degrés à 60 degrés, à 20 degrés, il était liquide. À 70 degrés, il était liquide. Donc, il s'agit d'une même phase. Il n'y a pas de changement de phase pour l'eau. Donc, il va s'agir ici de la chaleur latente. De la chaleur sensible, pardon. Et c'est quoi la chaleur sensible? C'est petit m fois C fois T2 moins T1. T2, c'est température finale 70. T1, c'est température initiale. M, c'est la masse de l'eau, c'est 150 grammes. Et sur le C, il faut regarder ici. On vous dit que la chaleur massique de l'eau, c'est 4185 joules par Kelvin par kilogramme. Kelvin par kilogramme. Donc là, il faut faire attention. Il faut multiplier la masse puisque vous avez par kilogramme. Et donc, pour répondre à cette question-là, et donc, voilà, qu'est-ce que j'ai fait là? Donc, la chaleur massique de l'eau, c'est quoi? C'est la masse de l'eau fois le C de l'eau fois la température finale de l'eau moins la température initiale. La température finale, c'est 70 degrés. La température initiale, c'est 20 degrés. La masse, c'est 150 grammes. Donc, il faut travailler dans le système international. C'est 150 moins 3. Et le CE, c'est ce que vous avez ici, 4185 joules, c'est dans le système international. Kilogramme, c'est dans le système international. Kelvin, c'est dans le système international. Donc, ici, vous n'avez rien à changer. Donc, il suffit de multiplier ça par ça. Donc, fois directement la valeur ici. Et donc, vous allez avoir, puisque vous avez exprimé les grandeurs dans le système des unités internationales, et donc, Q, c'est la chaleur, il va être exprimé en joules. Et vous allez trouver une valeur de plus, il est positif, 3,14. Et le positif, ça veut dire il est reçu. Et c'est normal que l'eau a reçu, c'est normal que l'eau est reçu de l'énergie. Pourquoi? Parce qu'au départ, sa température c'est 20 degrés, et à la fin, la température c'est 70, donc il a reçu de la chaleur. D'accord? Deuxième question, calculer de même, il faut répondre à la même question, mais pour calculer l'énergie qui est perdue par l'étain solide. En passant de 231 à 70. Alors ici aussi, vous avez l'étain solide qui est passé de la température initiale de 131 à la température finale. Donc ici aussi, il n'y a pas de changement de phase. On parle de solide. Alors au départ, on vous dit que l'étain il se solidifie rapidement. Donc la température initiale de l'étain solide, c'est 231. La température finale de l'étain solide, c'est 70. Donc ici aussi, dans la deuxième question, il va s'agir d'une chaleur sensible. Et donc, c'est quoi la quantité de chaleur sensible qui est perdue par l'étain solide? Ça va être la masse de l'étain, qui est 36 grammes, fois le C de l'étain, alors la chaleur massique de l'étain, c'est donné par là, fois la différence de température. Et c'est quoi la différence de température pour l'étain?
C'est la température finale qui est 70, moins la température initiale qui est 231. Donc ici, cette différence, vous allez voir qu'elle est négative. Et donc, il est négatif, ça veut dire que la quantité de chaleur qui est échangée par l'étain, il est négatif. Donc, c'est une chaleur qui est donnée. D'accord? Voilà. Deuxième question. Et donc, la même chose, la quantité de chaleur donnée par l'étain à l'état solide. À l'état solide, c'est la masse de l'étain fois la capacité massique, capacité calorifique massique, fois la différence de température. Alors, la différence de température, vous faites ça. Chaleur massique de l'étain, il est donné ici. Voilà, donc 228. Joule, c'est bon. Kilogramme, c'est bon. Kelvin, c'est bon. Les unités sont exprimées dans le système international des unités, donc il n'y a rien à changer. Donc il suffit de remplacer. Alors la masse de l'étain, c'est 36. La masse de l'étain, c'est 36 grammes. Donc là, il faut le convertir en kilogrammes. Donc 36 fois 10 moins 3. Et vous faites les calculs, vous avez quelque chose qui est négatif. Moins 1,33 10 à la puissance 3 joules. Ça veut dire que l'étain, il a perdu de l'énergie. C'est normal. Parce que sa température initiale, c'est 231. Et sa température finale, c'est 25. Donc il a donné de la chaleur. Bien. Maintenant, donnez l'expression des principes de conservation de l'énergie dans cette situation. En déduire l'énergie reçue par l'étain au cours de sa solidification. Alors, ça veut dire quoi? Au départ, vous avez de l'étain liquide à 231,9. Ensuite, lorsque l'étain liquide il est en contact avec l'eau, il devient solide. Donc, il faut d'abord calculer l'énergie, la chaleur engagée qui a fait passer l'étain de l'état liquide à l'état solide. Et donc là, il va s'agir d'une chaleur latente. Alors, ça veut dire quoi? Alors ici, je vous ai fait un schéma. Alors, l'état initial, il est là. L'état final, il est là. Et l'état intermédiaire, il est là. Alors, l'état initial, vous avez de l'eau liquide. Vous avez de l'étain liquide à une température initiale de 231,9. Vous avez de l'eau liquide à une température de 20 degrés. À l'état final, vous avez quoi? Vous avez de l'étain solide à 70 degrés et de l'eau liquide à 70 degrés. Mais entre les deux, le liquide, l'étain liquide, il faut d'abord qu'il passe à l'étain solide. Alors là, il va y avoir un changement d'état. Et tout à l'heure, je vous ai dit que le changement d'état se fait sans changement de température. Et donc c'est pour cela, on vous a dit tout à l'heure, ici, l'eau solide, l'étain se solidifie rapidement. Ça veut dire à cette température, rapidement, il devient solide. Ça veut dire que le changement d'état pour l'étain de l'état liquide à l'état solide se fait à la température de 231,9. D'accord? Donc ça c'est la température de solidification. La température qui fait passer l'étain de l'état liquide à l'état solide, c'est la température de solidification. Et donc là, la quantité de chaleur engagée entre là et là, c'est une chaleur latente. C'est une chaleur latente. Donc on va l'écrire sur quelle forme? Sous forme la masse, c'est égal à quoi la chaleur latente ici? C'est la masse de l'étain fois L de fusion ou bien de solidification. Donc il est donné ici. La quantité de solidification de l'étain, c'est la masse de l'étain fois ce que nous cherchons, la température de fusion. La température de fusion dans ce sens-là, ou bien la chaleur de fusion, ou bien la chaleur de solidification. C'est la même chose. D'accord? Alors là, vous avez de l'étain solide à l'étain solide. Donc là, il s'agit d'une chaleur sensible. Et c'est quoi les chaleurs sensibles ici? Il est là. C'est MSN. C'est ce que nous avons calculé tout à l'heure. Alors, liquide, lui, il est passé de l'état liquide à l'état liquide. Donc ici, il n'y a pas de changement de phase. Donc pour l'eau, il va s'agir d'une chaleur sensible. Une chaleur sensible, donc c'est égal à ME. Ça, c'est ce que nous avons calculé dans la première question. Et ça, c'est ce que nous avons calculé dans la deuxième question.
Alors, pour faire l'équilibre, la quantité de chaleur engagée ici, ça doit être égal à la quantité de chaleur engagée ici. Ça veut dire la quantité de chaleur de l'eau doit être égale à la quantité de chaleur latente ici, plus la quantité de chaleur sensible pour la quantité de chaleur sensible pour l'étain solide. D'accord? Donc c'est ça la question. Et on vous dit donner une expression des principes de conservation de l'énergie. Conservation de l'énergie, ça veut dire l'énergie totale engagée depuis l'état initial vers l'état final pour l'eau, ça doit être la même chose pour l'étain lorsqu'il est engagé entre l'état initial et l'état final. Donc, la quantité de chaleur pour l'eau, ça doit être égal à ça plus ça. Ça plus ça. Et donc, c'est ce que nous avons fait ici. Voilà donc, principe de conservation de l'énergie, la quantité de l'étain total, plus la quantité de refroidissement de l'étain total, doit être égale à la quantité de l'eau. D'accord? Donc, ce que vous avez là, ici vous avez un chemin, ici vous avez un deuxième chemin. Ce que vous avez là doit être égal à l'ensemble de ce que vous avez ici. Donc, ici vous avez que eau, il est là. Et qu'est-ce que vous avez ici? Vous allez avoir ça plus ça. Vous allez avoir ça plus ça. Alors, cette quantité, on l'a calculée dans la première question. Cette quantité, on l'a calculée dans la deuxième question. Donc, il suffit de calculer ça qui est égal à ça moins ça. Et donc, cette quantité est égale à cette quantité moins cette quantité, est égal à cette quantité moins cette quantité. Je connais la masse de l'étain, donc je vais en déduire le LF, la chaleur latente de fusion. Donc, pour l'étain, c'est ce que je cherche dans l'exercice. Voilà, donc ça c'est le principe de conservation. Donc, il suffit de faire la différence des trois choses que nous avons obtenues tout à l'heure. Cette valeur-là et cette valeur-là. Et vous obtenez donc la chaleur latente de l'étain. Et vous obtenez donc la quantité de chaleur de solidification de l'étain. Et cette quantité de chaleur, c'est quoi? C'est L, c'est M de l'étain fois L. Ça doit être la dernière question, ça. Donc voilà, en déduire l'énergie reçue, d'accord? Donner l'expression de le changement d'état. En déduire l'énergie thermique massique, F de fusion. Ça veut dire la chaleur de fusion de l'eau. Donc c'est ce que je viens de dire. Et donc voilà, cette quantité-là, la quantité de chaleur de solidification de l'étain, donc c'est égal à M fois L, c'est égal à la masse de l'étain fois la longueur, fois ce que nous cherchons, la chaleur de fusion, la chaleur latente de fusion. Et donc ça c'est égal à ça divisé par ça. Et donc cette quantité, nous l'avons calculée tout à l'heure, nous avons trouvé une valeur de 3 10 à la puissance 5 joules. Donc 3 10 à la puissance 5 joules divisé par la masse de l'étain, 36 grammes, ça veut dire 36 10 à la puissance moins 3, il faut l'exprimer en kilogrammes. Et vous obtenez donc cette expression-là, hein, de L. Hein, il s'exprime en quoi? Il s'exprime en joules par kilogramme. En joules par kilogramme. Voilà. Donc l'énergie thermique massique de fusion de l'étain vaut donc 8,35 10 à la puissance 5 joules par kilogramme. D'accord? Voilà. Donc, voilà, donc je vais m'arrêter là. Alors, je vais m'arrêter là. Donc, ça c'est pour après. Et donc, je vous laisse le temps et le soin de bien regarder cette vidéo. Essayez de bien comprendre cet exercice. Cet exercice, il est très important parce que ça vous permet de comprendre comment on utilise les chaleurs sensibles et les chaleurs latentes. Et donc, la séance prochaine, la 4e séance de lundi prochain, je vais vous laisser écouter la vidéo. Et donc, après la vidéo, donc, je vais écouter vos questions si vous avez des choses que vous ne comprenez pas. Voilà, je vous remercie de votre attention et donc à lundi prochain, Inch'Allah. Salam alaikum.